Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes du côté de Charmes, à l'écomusée du Battant, qui fête cette année ses 444 ans. Et oui, ça date de 1580. Alors il y a une jolie petite fête qui est organisée pour l'occasion, et puis on va parler de tout ça. Malheureusement, il pleut, alors on va aller se mettre à l'abri. C'est parti. Je retrouve tout de suite Roger Clément, vous êtes président de l'écomusée du Battant à Charmes. Bonjour. Oui, bonjour. Alors on se retrouve ici dans une ambiance vraiment d'un autre temps. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce site. C'est le plus vieux site industriel de la commune. Il date de 1580. 1580, c'est la première installation en rive gauche, où il y avait plein d'industries, les tanneurs, les drapiers, les huileries et tout, donc 1580. Et ici où on est, ça date de 1860. Ça, c'est la deuxième grande date à retenir sur ce site, avec l'arrivée de Hubert Philibert d'Azay. Alors, c'était qui cette personne? Hubert Philibert d'Azay, c'est une personne qui est venue de Bourgogne, à l'époque en 1860, avec le passeport, bien sûr, hein, pour gérer le domaine de Moselly. Le domaine de Moselly, c'est le domaine qui gérait les alimentations en eau des prairies en aval de Charmes, quoi. Et en 1860, il a décidé de créer l'atelier de mécanique pour faire la fabrication de la vis à pas carré, qui a fait la réputation. Cette fameuse vis à pas carré, qu'est-ce qu'elle avait de particulier alors? Eh ben, elle a un pas carré, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus résistant qu'un pas pointu ou qu'un pas arrondi. Et elle servait à quoi ces vis-là en fait? Elle servait à faire des vérins, à faire des presses à cintrer les rails de chemin de fer. Hein, donc il y avait pas mal d'utilisation de clients et tout. Hein, ça allait aussi jusqu'à la grosse vis pour les pressoirs, pour les paysans, les viticulteurs, les machins et tout, quoi. Autre innovation ici, ça concerne plutôt l'hydroélectricité, parce qu'il a mis en place une grande turbine qui a permis d'alimenter... il y a une turbine, une génératrice qui a été mise en service en 1894 et qui servait à alimenter tout Charmes en électricité publique et privée, en 110 volts continu. Et à l'époque, en 1894, on avait été le deuxième village de France. Le premier, c'était en Haute-Savoie, en 1892. Donc c'est quand même quelque chose qui a marqué l'histoire. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Et donc son fils Paul d'Azay a repris le flambeau ensuite ici. Donc il y avait des ouvriers qui travaillaient ici. Ils étaient combien au plus fort de l'activité? Il y a eu jusqu'à 14 personnes qui ont travaillé dans l'atelier. L'âge minimum était 14 ans. Voire 12 ans, à condition d'avoir le certificat d'études. Et donc la fin de l'activité a été progressive. Fermeture de l'atelier mécanique en 1971, arrêt de la génératrice en 1985, c'est ça? Elle a arrêté de fonctionner réellement en 1985, mais pour l'alimentation de Charmes, elle s'est arrêtée en 1915, quand la compagnie Lorraine d'électricité était en train de s'installer à Vincey. Ils ont racheté les clients, les installations. Donc elle ne servait plus que pour l'usine, c'est ça? Que pour ici. Et donc 1997, fermeture de la scierie qui était la dernière activité ici. C'est la dernière activité qu'il y a eu, parce que la scierie a été créée en 1876, donc avec un haut fer, comme dans les grandes gueules et tout, le haut fer en bois. Et en 1920... ils l'ont remplacé par des scies alternatives, c'est-à-dire qui coupaient dans les deux sens, une verticale, une horizontale, en 1920. Et là, ça a fonctionné jusqu'en novembre 1997. Avec encore 4 personnes, c'est tout. Et à la scierie, il y avait 2 ou 3 personnes. Ça dépendait de ce qu'ils coupaient. Hein. S'ils faisaient des gros plateaux, il fallait les porter et tout. Donc 2 ou 3 maximum, quoi. Et donc après, repris par l'association pour ne pas que tout ça tombe dans l'oubli. On va en parler dans un instant avec le vice-président de l'association. Merci Roger d'avoir répondu à nos questions. Justement, c'est une année anniversaire. Vous avez prévu pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a de l'activité autour de nous. C'est un anniversaire. Normalement, quand on fait un anniversaire, c'est un compte rond. Ouais. Mais là, c'est l'an dernier, 44 ans. L'an dernier, il y en a de l'association qui dit, attends, 1580, 2024, tac, tac, tac.
444. Là, ça marque plus que le 500e anniversaire. C'est vrai, on s'en rappellera. Merci Roger d'avoir répondu à nos questions. On fait une première pause dans cette émission. On va du côté de Ville-sur-Yon où il y a également un écomusée, l'écomusée de la brasserie, qui a été retenu il y a 2 ans parmi les projets de la mission patrimoine de Stéphane Bern. On regarde et on se retrouve juste après. La salle de brassage, donc, elle a été refaite complètement en 1930 et c'est un bel exemple de ce qu'on appelle l'architecture art moderne. Jean-Aimé Morisot ne se lasse pas de faire visiter l'écomusée de la brasserie de Ville-sur-Yon. Ils sont une quinzaine de passionnés comme lui à faire vivre les lieux et ils ont appris la bonne nouvelle en août dernier. L'écomusée faisait partie des 100 projets départementaux retenus par la mission du patrimoine de Stéphane Bern. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, depuis samedi, via cette signature, une souscription publique a été lancée, de quoi lever des fonds supplémentaires pour des travaux essentiels d'isolation comme ici, dans la salle des machines. Nous avons déjà fait beaucoup de travaux d'entretien, mais il reste encore donc beaucoup de toitures à rénover sur des parties de la brasserie qu'on aimerait donc intégrer dans le circuit de visite. On lance toujours une souscription, c'est encore de l'argent, et là on va chercher bien sûr l'intérêt des gens, des habitants, des entreprises, des sociétés, des mécènes. Les salles de convivialité et d'exposition ont déjà été rénovées. Le dossier de Ville-sur-Yon était irréprochable d'un point de vue technique et financièrement faisable. Mais c'est l'histoire qui a séduit la mission du patrimoine, celle de ce bourg au riche passé où la fabrication de la bière a débuté au XVIIe siècle. Un savoir-faire qui prend une dimension industrielle grâce à un entrepreneur alsacien, Jacques Lobstein, qui fait bâtir dès 1887 la grande brasserie et malterie vosgienne. On produira à Ville-sur-Yon des bières réputées jusqu'en 1975. La salle de brassage art déco et son mobilier rappellent cet âge d'or. Ce qu'on appelle une chaudière de cuisson où le mou qui avait été filtré donc, dans la partie supérieure était donc porté à ébullition et c'est à ce moment-là qu'on ajoutait le fameux houblon. Mais à Ville-sur-Yon, le roi de la bière Gambrinus est toujours célébré par une joyeuse équipe de brasseurs bénévoles. Une dizaine de brassins ou cuvées sont réalisés chaque année. Et samedi dernier, on s'activait autour des cuves. Aujourd'hui, on est en train de préparer la première bière de Noël de l'année et on l'a fait comme elle était faite il y a 100 ans. Cette bière-là, elle était gardée pour les meilleurs clients de la brasserie et pour les brasseurs eux-mêmes. Donc c'était les étrennes des brasseurs. L'écomusée de la brasserie de Ville-sur-Yon est le second projet vosgien avec celui du château de la principauté de Salm à Senones, retenu pour le Grand Est, avoir eu cette année les faveurs de la mission du patrimoine. Et cela valait bien une petite mousse avec modération. On se retrouve à l'écomusée du Battant du côté de Charmes. Je suis avec Jean-Paul Malgras, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association justement. Donc on l'a dit tout à l'heure, fermeture du dernier site en activité en 97 et quelques années plus tard, création de cette association, c'est ça ? En 2002. Ouais. Et alors... pourquoi c'était important de reprendre un petit peu ce site et de ne pas le laisser tomber en désuétude finalement ? C'est le seul site industriel historique qui restait sur Charmes. Et en plus, l'avantage, surtout dans l'état. Et quand on a récupéré ça, nous, notre objectif, c'était de ne rien toucher. Absolument rien. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, mais on a réussi à le faire. Et puis, on est quand même fiers de ce qu'on a fait. Ça veut dire que personne n'avait mis les pieds ici pendant quelques années, parce qu'on sait que certains sites sont pillés quelque part. C'était pas le cas. Il y avait eu, avec les anciens, les derniers ouvriers restants du Battant, à un moment donné, bon, ils n'avaient pas créé d'association à vraiment dire, mais ils faisaient des visites déjà à l'époque. Oui. Mais là, à l'époque, il y avait l'atelier mécanique, le haut fer qui tournait encore. Mais malheureusement maintenant, avec les problèmes de sécurité, les courroies, on ne peut plus tourner par mesure de sécurité. Donc, mais il y a eu une première association. Et nous, on a repris, donc l'association a été créée en 2002. Puis on est, on va dire, une vingtaine de bénévoles. Mmh. Donc ça appartenait à un privé qui était descendant de Paul Dazé, c'est ça, hein ? Michel Thiebaud. Et ensuite, donc, racheté par la commune. C'est la commune 2007, qui a racheté en 2014. 2014, pardon. D'accord. Ouais. Et depuis, tout un travail de
conservation, de préservation qui est fait ici? Quelques travaux aussi, forcément. Il y a eu des travaux, de fait, déjà de la part de la municipalité. Et surtout, les gros travaux qu'on a fait, c'était la réfection du plafond de l'atelier mécanique. Là, ça nous a duré tout l'hiver. On a commencé en février, ça a duré 2 mois et demi, quoi. Vous avez fait ça vous-même en plus, hein? Uniquement les bénévoles. Ouais. Donc c'est du travail. Et on n'était pas nombreux, on était 5 pour faire le plafond complet. Il fallait le faire parce qu'il y avait des fuites un peu partout. Il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Oui. Donc c'est un site qui est visité, ouvert au public. Alors une partie de l'année seulement, hein? Oui, de début juin à la journée du patrimoine, donc ça correspond en gros à la 3e semaine de septembre. C'est les week-ends uniquement? Uniquement les dimanches après-midi. Et puis sur rendez-vous pour les groupes peut-être? Oui, alors là les groupes c'est autre chose. Là c'est le président qui est contacté par diverses associations. En l'occurrence, la semaine prochaine, on a une maison de retraite qui vient visiter. Et ça marche très bien au niveau des visites. Combien de visiteurs par an à peu près, vous savez? Oh là là, on n'est pas loin des 500 quand même. Oui, au courant de l'année. Donc ils viennent un peu partout, finalement, c'est pas que des locaux? Ah non, on a des groupes. Bon, il faut dire qu'on a deux personnes qui travaillent pour nous, 2 bénévoles, et ils nous font une énorme publicité au sein avec l'Office de tourisme. Et donc, il y en a qui représentent le Battant, un petit peu dans toutes les régions de France. Et ça, c'est précieux. On a plus de visites des gens de l'extérieur que des carpinières eux-mêmes. C'est ceux qui ont besoin de connaître, les autres ils connaissent déjà, j'ai envie de dire. Et donc, journée spéciale aujourd'hui pour les 444 ans. Alors, il nous a expliqué un petit peu, Roger Clément, tout à l'heure. C'était un anniversaire un peu marquant, c'est pour ça que vous avez décidé de le célébrer, avec pas mal d'animations prévues. Oui, donc on a organisé différentes scénettes qui représentent en gros toutes les... Il y avait un petit artisanat qui s'était créé autour du canal des Moulins. Donc il y avait des drapiers, il y avait des tanneurs, il y avait un moulin à noix. Donc on a essayé de refaire ça. Donc on a commencé le matin vers 10h. Et si le temps le permet, on va recommencer aux alentours de 15h cet après-midi. Et il y aura d'autres choses au fil de l'année avec une petite enquête que vous avez mis en place. Voilà, oui. Alors ça, normalement, ça devrait commencer bientôt. Oui, je ne peux pas dévoiler grand-chose, malheureusement. Ça s'appelle Mystère au Battant. Mystère au Battant. D'accord. Oui. Donc il faudra venir regarder pour s'inscrire, c'est ça l'idée? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Eh bien écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous remercie, c'est moi. On va tout de suite faire une seconde pause dans cette émission. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure d'hydroélectricité, je vous propose d'aller du côté d'Épinal avec un prototype d'hydrolienne assez intéressant. On regarde, on se retrouve juste après. Elle ne passe certes pas inaperçue avec ses pales de couleur et son allure de bateau à roues naviguant sur le Mississippi. Il s'agit en fait d'une hydrolienne fluviale flottante, mais encore. C'est une barge qui est posée sur l'eau, maintenue par une ancre qui est déplaçable, qui n'a pas de fixation permanente sur les sols. L'idée, c'est de pouvoir produire du courant et aussi réoxygéner l'eau des rivières par le brassage de bulles d'air. Une hydrolienne installée sur la Moselle en aval de la centrale hydroélectrique d'Épinal. Avec une rotation de 6 tours minutes en moyenne, elle peut produire 40 kWh de puissance et une simulation a révélé qu'elle pouvait atteindre 70 kWh à condition qu'elle soit raccordée. On n'a pas aujourd'hui la possibilité de revendre l'électricité sur le marché électrique français, donc en passant par l'obligation d'achat d'EDF, alors que les centrales hydroélectriques, la petite hydroélectricité a cette possibilité. Nous, on ne l'a pas pour une question réglementaire où on n'apparaît pas dans l'arrêté ministériel qui réglemente cette obligation d'achat. Voilà. Pourquoi ? C'est technique, c'est simplement un aspect réglementaire où ils imposent que ça soit une basse chute, alors que nous, on utilise le courant cinétique des cours d'eau. Avec l'appui d'un sénateur vosgien et le label Solar Impulse obtenu en juin 2022, le dossier est désormais sur le bureau du ministre de la Transition énergétique. Et en attendant, il y a la piste de l'autoconsommation collective avec de belles possibilités.
Alors on est sur une trentaine de foyers si on parle de particuliers, avec chauffage, donc c'est quand même important aussi de le préciser. Après ça peut alimenter des entreprises qui ont besoin d'électricité nuit et jour, qui tournent ou alors qui ont des frigos ou ce type d'installation, notamment dans les supermarchés par exemple. Après ça peut aussi, pour des collectivités, ça peut être intéressant puisque la nuit ils ont besoin d'éclairage public, c'est quand même une machine qui tourne nuit et jour, alors surtout d'octobre à avril en pleine puissance. L'idée à terme, avoir des hydroliennes un peu partout en France et favoriser le développement de l'énergie verte, mais aussi et pourquoi pas dans les pays où l'électricité fait encore défaut. Un prototype encore unique au monde, mais qui ne demande qu'à se multiplier. Je dessine la deuxième machine pour le futur en améliorant surtout le design, la forme, qu'elle soit plus discrète dans la nature. C'est la deuxième page de PEBA. PEBA comme production, électricité, bulle d'air. Nous sommes de retour à Charmes, à l'écomusée du Battant. Cette fois, je suis en votre compagnie, Jacques Mailleux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du COMPAC, c'est le Conservatoire du patrimoine du Pays de Charmes. Oui. Et on inaugure aujourd'hui, à l'occasion de ce 444e anniversaire, une exposition dédiée au canal des Moulins. Alors, c'est un ouvrage qui date du Moyen-Âge, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui. Louis XI, ça vous situe l'époque. Louis XI, Charles le Téméraire. Charmes avait cet aspect-là, sur cette vue d'époque. D'accord. Et juste ici à côté, vous avez un petit bâtiment. C'était le Moulin Banal. C'est la première construction connue d'activité mécanique humaine. Voilà. Qui existe encore ou pas? Non. Tout ça n'existe plus. C'est des archives uniquement. Tout ça a été détruit par Charles le Téméraire. Bon, il a payé la facture après. Voilà. Et ce moulin n'existe plus. C'est la première activité connue. Voilà. D'accord. Donc, alors... tout au long du canal, il y avait des activités, donc des moulins dont on a perdu la trace, des lavoirs, donc c'est pour ça que vous avez un panneau dédié spécialement pour les lavoirs, et des activités humaines. La pêche à la ligne, l'élevage des canards, le rafraîchissement des moutons, la baignade des enfants, voilà, toutes les activités. Et plus tard, vers le 19 et 20e siècle, l'avènement des centrales électriques. Voilà, qui existe encore aujourd'hui. C'est la dernière activité industrielle connue ici sur le canal. Donc, j'imagine que vous avez fait... venez, on va cheminer un peu. Vous avez fait pas mal de recherches. Bon, c'est un petit peu l'objet aussi de votre association pour retrouver toute cette histoire. Alors, les recherches, nous sommes allés voir notre centenaire. Nous avons la chance à Charmes d'avoir une centenaire, 104 ans, qui est la mémoire vive. Madame Méline, si Mademoiselle Méline, voilà, ouais. Qui a une très bonne mémoire, une très grande lucidité et beaucoup de documentation. Voilà. Donc ici, c'est pas l'exposition de... C'est pas la nôtre. Oui, bien sûr, c'est le Battant. Voilà. Oui. Et nous avons aussi un conservateur, un collectionneur conservateur, Dany Manessier, qui a une très riche collection de cartes postales, de gravures de documents. C'est ce qui a servi de support au panneau d'exposition qu'on vous a présenté. D'accord. Et donc, il y a un riche patrimoine ici, au Pays de Charmes, j'imagine. Alors, il reste quelques éléments de patrimoine qui a été riche. Mais on a parlé de Charles le Téméraire, mais il y a eu d'autres destructions. Il y a eu Louis XIV, Richelieu, la guerre de 30 ans, et 44, les drames de 44 qui ont détruit la ville. Donc il nous reste très peu d'éléments architecturaux du patrimoine. L'église qui a été restaurée, une chapelle et la Maison des Loups qui est le siège du conservateur du patrimoine. En tous les cas, cette exposition que vous avez créée, elle sera à découvrir ici, à l'écomusée du Battant, pendant combien de temps? Alors jusqu'en septembre. Jusqu'aux Journées du patrimoine. D'ordinaire, notre association expose sur 15 jours des expositions temporaires. Et on profite cette fois-ci de l'événement créé par l'association du Battant pour intégrer leurs locaux, ce qui permettra à l'exposition d'être visible jusqu'en septembre. C'est une chance pour nous. Je précise quand même que vous avez fait ça conjointement avec l'association du Cercle généalogique du Pays de Charmes. Il faut quand même les citer. Aussi, voilà. Bien sûr. J'ai eu un trou de mémoire. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Le geste n'est pas parfait, mais l'intention est là. 130 enfants participaient il y a quelques jours à un tournoi de handball organisé par le club d'Épinal au Palais des Sports. Une opération séduction qui permettait aux organisateurs de recruter pour la saison prochaine. Au moins 10 jeunes devraient rejoindre les catégories moins de 11 et moins de 13 ans. Un événement qui avait déjà permis de recruter une dizaine de handballeurs l'an passé.
On se cultivait le corps et l'esprit il y a quelques jours à la médiathèque de Thaon-les-Vosges. Activités sportives, ludiques et vidéoludiques étaient au programme de la fête de l'été qui avait pour thème les Jeux Olympiques. Plus d'une cinquantaine de participants cette année pour cette 3e édition, parmi lesquels des élèves de l'école primaire d'Igné ou encore un groupe de l'Institut médico-éducatif de Châtel-sur-Moselle qui ont pour l'occasion réalisé des devinettes sur les différents sports et pays du monde. Une façon de mettre en valeur les quelques 150 jeux de plateau dont dispose la médiathèque. C'est un dispositif gouvernemental lancé en 2019 et qui a fait son apparition à la communauté d'agglomération d'Épinal en 2021, le Pass Culture. Plus de 7500 jeunes ont déjà pu bénéficier de leur crédit à utiliser de façon autonome pour leurs activités culturelles ou artistiques. Livres et opéra en l'occurrence pour ces 2 jeunes venus témoigner de leur expérience personnelle. Un témoignage au milieu des roulottes de la microfolie de la CAE ayant pour but la promotion itinérante de la culture sur le territoire. C'était une semaine sportive pour les jeunes Vosgiens à l'approche de la fin de l'année scolaire. Quelques 800 élèves de différentes écoles spinaliennes étaient conviés par la ville au stade de la Colombière pour découvrir une grande variété d'activités. Un événement baptisé Terre de Jeux organisé avec le comité départemental handisport dans le cadre de la journée olympique et de la fête du sport. Du côté de Bouzé à la base Roland Nodin, début de l'été oblige, c'est le handball que la bruine de ce mercredi n'a pas arrêté. Une semaine organisée par le club Épinal Handball. Ce dimanche, même lieu, un tournoi de beach hand prendra place, une discipline plus compétitive. Un festival qui sent bon l'été, rien que dans son intitulé. La première édition de Sunshade était annoncée il y a quelques jours au fort de Sanché, donc. Un événement musical organisé par la Souris Verte a retrouvé entre autres une programmation de musiques actuelles et de tout style, pop-rock, techno-house ou encore hip-hop. L'idée de cette soirée en plein air vient d'abord d'une volonté de ne pas confiner les festivaliers dans un espace clos, enclin aux températures élevées, qui permettra donc de ne pas utiliser la climatisation trop onéreuse et surtout consommatrice d'énergie. Un événement qui pourrait bien s'inscrire comme un rendez-vous culturel du fort de Sanché et qui aura lieu le 29 juin. Figure majeure de la résistance dans les Vosges, Mamadou Adiba, surnommé le terroriste noir par l'occupant allemand, est à l'honneur au Centre culturel d'Épinal. Réalisé il y a quelques années par Étienne Guillermont qui a enquêté pour retracer la vie de ce tirailleur, cette exposition est ressortie à l'occasion du 80e anniversaire de la libération d'Épinal. Le Guinéen, lui, ne l'a jamais connu. Membre du premier maquis des Vosges, il fut fusillé en décembre 1943 par les nazis, à qui il n'a rien avoué malgré la torture. Il n'obtint la médaille de la résistance à titre posthume qu'en 2003, symptôme d'un certain retard historiographique sur le rôle des soldats des colonies durant cette période. Le tracé de sa vie ainsi que du reste du maquis sont à retrouver au Centre culturel spinalien jusqu'au 28 juin prochain. Et voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Vous l'avez compris, l'écomusée du Battant fête ses 444 ans cette année. Il y aura de nombreuses animations. N'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.